Que penseriez-vous si je vous disais que le secret du vieillissement et le flacon de la vie éternelle se trouvent sur un petit bout de terre perdu au milieu de l'océan Pacifique? Un lieu si éloigné qu'il semble presque exister hors du temps? Imaginez une île éloignée au milieu de l'océan Pacifique, un lieu entouré de mystères où abondent les légendes de grandes statues et de secrets jamais révélés. Dans ce petit bout de terre, un groupe d'explorateurs a prélevé des échantillons de sol avec l'espoir de trouver des micro-organismes uniques. Ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, c'était découvrir une bactérie qui produisait une substance extraordinaire. Une connue aujourd'hui pour son énorme potentiel à réguler le vieillissement cellulaire. Il s'agit de la rapamycine. Cette découverte s'est faite presque par hasard. Les explorateurs ne cherchaient pas la clé de la longévité, mais des composés capables de combattre les infections et pourtant, dans leur quête scientifique, ils ont découvert l'un des secrets les mieux gardés de la nature, dont on a récemment parlé. Cela pourrait changer la médecine de la longévité telle que nous la connaissons et rendre normal pour les humains de vivre plus de 100 ans. Pour découvrir l'origine naturelle de cette substance, comment la consommer et quels effets bénéfiques elle a pour la santé, restez avec nous car dans ce court documentaire, nous expliquerons précisément cela. Les scientifiques ont nommé cette substance en l'honneur du nom indigène de l'île où elle a été trouvée. Au début, les chercheurs ont étudié la rapamycine pour ses propriétés antifongiques. Autrement dit, sa capacité à ralentir la croissance des champignons nuisibles. Peu après, ils ont découvert qu'elle possédait la capacité de moduler le système immunitaire. Cette qualité a ouvert les portes de la médecine de transplantation. Avec la rapamycine, les patients avaient moins de chances de rejeter l'organe implanté. La chose étonnante est venue quand, en creusant plus profondément, ils se sont rendus compte que la rapamycine interagit avec un mécanisme cellulaire clé pour le vieillissement. Pour comprendre profondément comment la rapamycine exerce son influence sur nos cellules et potentiellement sur la longévité, il est essentiel de comprendre la voie mTOR. Ces initiales proviennent de l'anglais Mammalian Target of Rapamycin, parfois appelé aussi Mechanistic Target of Rapamycin. Imaginons mTOR comme le cerveau cellulaire qui coordonne plusieurs processus, notamment ceux liés à la croissance, à la prolifération, à la synthèse de protéines et à la réparation interne. Ce cerveau reçoit des signaux en continu. Nutriments et énergie. Lorsque les acides aminés, le glucose et d'autres molécules énergétiques sont abondants, mTOR interprète cela comme un signal de croissance, facteur de croissance et hormones. L'insuline et d'autres hormones qui favorisent la prolifération cellulaire activent également mTOR pour que les cellules entrent dans une phase de construction de protéines plus rapide. Stress cellulaire, un manque d'oxygène, des dommages à l'ADN ou un manque d'énergie envoient le signal inverse, inhibant mTOR pour que la cellule entre en mode d'urgence et se consacre davantage à la réparation qu'à la fabrication constante. En cas d'abondance, mTOR fonctionne comme une grande usine qui ne s'arrête pas, commande la fabrication de protéines à grande échelle, stimule la prolifération des organites cellulaires, arrête ou réduit certains mécanismes de nettoyage interne, comme l'autophagie, le service de recyclage cellulaire. Pourquoi tout cela est-il important pour vous et pour votre santé à long terme? Parce qu'une activité excessive de mTOR, sans pause ni repos, peut surcharger la cellule. Autrement dit, lorsque le cerveau cellulaire est toujours en mode d'expansion, il ne donne pas suffisamment d'occasion à la réparation interne. Avec le temps, ces imperfections accumulées peuvent contribuer au vieillissement et au développement de maladies chroniques, telles que les maladies métaboliques ou même certains types de cancers. C'est là que la rapamycine intervient. Pensez-y comme un superviseur qui vient avec un rapport détaillé et le présente à l'usine. Oui, grandir est bon, mais il faut consacrer du temps et des ressources pour corriger les défauts des machines, nettoyer les résidus accumulés et renforcer ce que nous avons déjà. En inhibant modérément l'activité de MT ou R, la rapamycine favorise l'autophagie et d'autres processus de maintenance. Comment ce processus se produit-il au niveau moléculaire? La rapamycine se lie à une protéine appelée FKBP12. Ensemble, elles forment un complexe capable de se lier et de bloquer la fonction de l'un des composants principaux de mTOR, à savoir mTORC1. Ce léger frein limite la production massive de protéines et promeut cette étape de révision et de recyclage cellulaire qui contribue à la santé à long terme. En d'autres termes, la rapamycine pourrait nettoyer et organiser nos cellules, évitant l'accumulation de défauts ou de dommages. En fait, de nombreux experts pensent que c'est précisément cet équilibre entre fabriquer et réparer
qui fait la différence dans la vitesse de vieillissement de nos tissus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et vous vous demandez « Est-ce que quelque chose d'aussi petit peut vraiment avoir un tel impact sur ma santé future ?» La réponse n'est pas simple, mais ces mécanismes biologiques nous donnent des indications très solides. En fin de compte, la clé réside dans la recherche du juste équilibre. Pas d'usine débordée, ni de fermeture totale qui empêche la croissance nécessaire pour vivre. Si vous avez des doutes à ce sujet, ou si vous souhaitez commenter comment cet équilibre pourrait fonctionner dans votre routine quotidienne, par exemple avec l'alimentation ou l'exercice, laissez-le dans les commentaires. Beaucoup trouveront utile de connaître différentes perspectives. Maintenant que vous connaissez l'importance de la voie mTOR et le rôle de la rapamycine en tant que modérateur de ce processus, il est naturel de se demander « Des résultats concrets ont-ils vraiment été observés quant à son utilisation dans la prolongation de la vie ?» La réponse est qu'il existe des indices très prometteurs dans un bon nombre d'études réalisées sur des organismes en laboratoire, des plus simples aux mammifères les plus complexes. Levures et mouches des fruits. Ces organismes, bien qu'ils paraissent très différents de nous, partagent de nombreux mécanismes cellulaires qui contrôlent le vieillissement. Lorsqu'ils ont reçu de la rapamycine, des augmentations de leur durée de vie ont été observées, probablement parce que leurs cellules ont pu consacrer plus de ressources aux réparations internes plutôt qu'à une croissance sans fin. Vers et souris. À mesure que nous progressons dans l'échelle évolutive, nous voyons des résultats similaires. Chez les souris, par exemple, il a été documenté non seulement un allongement de la durée de vie moyenne et maximale, mais aussi des améliorations de certains indicateurs de santé, comme la fonction cardiaque et la densité osseuse. Ces études ouvrent la voie à l'idée que, chez les mammifères, la rapamycine pourrait offrir de réels avantages contre le vieillissement cellulaire. Essais préliminaires chez l'homme. Bien que les données sur l'utilisation de la rapamycine spécifiquement pour la longévité chez les personnes ne soient pas encore abondantes, certains essais préliminaires et observations cliniques suggèrent qu'avec des doses soigneusement contrôlées et sous supervision médicale, des améliorations dans certains aspects de la santé pourraient être expérimentées. Néanmoins, il est important de souligner qu'il n'y a pas d'unanimité dans la communauté scientifique et que davantage d'essais cliniques à long terme sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Ce qui a vraiment enflammé le débat, c'est la possibilité de reprogrammer partiellement les processus de vieillissement. Imaginez un instant que vous ayez le pouvoir de ralentir doucement la machinerie de votre corps pour qu'elle passe plus de temps à corriger les petites erreurs qui s'accumulent jour après jour. C'est la grande promesse que l'on étudie autour de la rapamycine et d'autres substances qui agissent sur émétol. Qu'avons-nous encore à vérifier? La dose optimale et la fréquence d'administration pour équilibrer les avantages et les risques potentiels. La durée idéale du traitement pour déterminer si l'utilisation intermittente est plus appropriée que quotidienne. La variabilité individuelle. Nous n'avons pas tous le même métabolisme ni les mêmes besoins, et la réponse à la rapamycine pourrait varier d'une personne à l'autre. Au fur et à mesure que la science progresse, l'espoir de trouver une façon de vieillir avec plus de santé et d'énergie grandit également. Cependant, il est essentiel de ne pas oublier que la rapamycine à elle seule n'est pas la solution absolue. Prendre soin de son alimentation, maintenir un mode de vie actif et gérer le stress restent des piliers inamovibles de toute stratégie visant à promouvoir la longévité. Ayant dit cela, certaines personnes consomment la rapamycine de la manière suivante pour en tirer ses bénéfices. Rappelez-vous que ce n'est pas une recommandation directe. Nous exprimons simplement ce qui est trouvé dans la littérature à ce sujet. Toute décision de santé doit être prise avec votre médecin traitant et sa recommandation précise. La dose de rapamycine est l'un des sujets qui suscite le plus de curiosité, surtout chez ceux qui la considèrent pour des objectifs de longévité. C'est ici que les choses deviennent délicates. La même substance qui, à haute dose, est utilisée pour prévenir le rejet d'organes transplantés, à dose réduite et administrée sous stricte surveillance médicale, pourrait aider à moduler la voie MT ou ER et favoriser les processus de nettoyage et de réparation cellulaire. Alors, comment traduisons-nous tout cela en chiffres concrets? Dans les greffes d'organes, des doses plus élevées et quotidiennes sont généralement utilisées. Par exemple, 2 mg par jour, 5 mg par jour ou plus, selon le tableau clinique exact, pour exercer une forte action immunosuppressive. Dans les protocoles de recherche pour la longévité, on parle de schémas beaucoup plus faibles et intermittents. L'un des intervalles mentionnés dans des études préliminaires est d'environ 3 à 6 mg une fois par semaine. D'autres protocoles suggèrent des doses fractionnées sur quelques jours ou même toutes les 2 semaines. Pourquoi la différence? Parce que si l'objectif n'est pas de supprimer complètement la réponse immunitaire, sinon,
Rappelez simplement à la cellule l'importance de réparer plutôt que de croître sans limite. La dose nécessaire peut être significativement moindre et administrée à des intervalles plus longs. Autrement dit, il suffit d'un rappel pour induire l'autophagie et ralentir certains processus associés au vieillissement. Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que ces schémas de dosage ne sont pas universellement acceptés pour leur utilisation en longévité. Toute personne intéressée doit être suivie et guidée par un professionnel de la santé qui soit conscient des risques et bénéfices potentiels et idéalement qui soit familier avec la littérature scientifique à ce sujet. Certains spécialistes recommandent également de surveiller des paramètres physiologiques clés tels que les niveaux de glucose, les lipides et la fonction rénale pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires importants. La dose appropriée pourrait varier en fonction de l'âge, du poids, de l'historique médical et des objectifs spécifiques de chaque individu. La supervision médicale ne se contente pas d'apporter de la tranquillité d'esprit, elle offre également une base solide pour ajuster la dose ou la fréquence en fonction de la réponse personnelle. Un autre point important est la disponibilité légale du rapamycine. Étant un médicament utilisé dans les transplantations, sa distribution et sa vente sont généralement strictement réglementées dans la plupart des pays. En règle générale, une prescription médicale est nécessaire pour l'acquérir légalement. Dans les cliniques spécialisées, il est possible de trouver certains professionnels de la santé. Que dans le cadre de programmes de recherche ou anti-âge, ils offrent des conseils sur l'utilisation de la rapamycine. Dans ces contextes, ils peuvent délivrer la prescription pour l'obtenir dans des pharmacies de haut niveau ou des laboratoires spécialisés, par hôpitaux ou centres de transplantation. Dans la plupart des cas, la rapamycine est destinée aux patients qui reçoivent des organes. Ces centres ont tendance à utiliser des doses beaucoup plus élevées. Bien que le médicament soit le même, la justification de son utilisation à des fins de longévité, cela ne fait pas partie de l'indication traditionnelle. C'est pourquoi tous les médecins n'approuvent pas sa prescription à cette fin. Importation personnelle. Dans certains endroits, il est possible de demander l'importation personnelle si l'on dispose d'une ordonnance valide et d'une autorisation spéciale des autorités sanitaires. Cela varie énormément d'un pays à l'autre. Et certains ont des exigences très strictes. Ici, il est crucial de comprendre que, bien qu'il y ait des personnes qui ont choisi de chercher la rapamycine de sources non réglementées, par exemple via l'achat et la vente sur Internet, cela comporte des risques importants. Qualité et authenticité. Il n'est pas garanti que le produit soit authentique, ni qu'il contienne la concentration déclarée. Responsabilité médicale. En l'absence de supervision professionnelle, tout effet secondaire ou complication est à la charge et au risque de la personne qui le consomme sans orientation. Compte tenu de ce qui précède, le moyen le plus sûr pour ceux qui considèrent la rapamycine comme faisant partie d'une stratégie de longévité est de s'informer en profondeur. Trouver un professionnel prêt à guider le processus et à s'assurer d'obtenir le médicament de source légitime. Bien que le cadre légal ne se soit pas encore étendu avec des indications pour la longévité, de plus en plus de spécialistes montrent de l'intérêt pour explorer ce domaine de manière responsable. Pour ceux qui bénéficient de conseils et de supervision médicale, les protocoles peuvent varier. Certains des points clés à considérer sont type de dose, intermittente hebdomadaire. Un exemple pourrait être de prendre du rapamycine une fois par semaine, entre 3 et 6 mg ou même moins selon la recommandation. Microdose périodique. D'autres essais ont testé des doses plus petites quelques fois par semaine, recherchant un effet plus stable. Durée du traitement. Certaines personnes suggèrent des cycles de quelques semaines ou mois, suivis d'une période de repos pour évaluer la réponse et permettre à l'organisme de rétablir son équilibre. D'autres soutiennent que, si les indicateurs cliniques ne montrent pas d'effet indésirable, l'utilisation peut être prolongée, à condition qu'il y ait un suivi médical constant. Surveillance des biomarqueurs, glucose et insuline. La rapamycine peut avoir un impact sur la sensibilité à l'insuline. Il est donc essentiel de surveiller les niveaux de glucose. Profil lipidique. Le cholestérol et les triglycérides peuvent fluctuer. Marqueur d'inflammation. Puisque la rapamycine est un immunomodulateur, observer les niveaux de protéines C réactives, PCR et d'autres indicateurs peut aider à détecter des déséquilibres. Fonction rénale et hépatique. Comme pour de nombreux médicaments, il est sage de contrôler régulièrement la fonction du foie et des reins. Effets secondaires possibles. Ulcères buccaux, l'un des plus signalés. Risque accru d'infection en raison d'un certain degré d'immunosuppression. Troubles métaboliques, changement dans le métabolisme du glucose et des lipides. Aucun protocole n'est universel ni exempt de risque. La clé réside dans la personnalisation et la surveillance régulière de la réponse de l'organisme.
Parler de la rapamycine sans mentionner des stratégies complémentaires serait incomplet. Il est vrai que ce médicament est unique dans son mécanisme d'action, mais il existe aussi des composés naturels et des habitudes alimentaires qui peuvent influencer favorablement la voie mTOR et l'autophagie, bien que pas de manière identique à la rapamycine, la restriction calorique ou le jeûne intermittent. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que le jeûne ou la réduction contrôlée de l'apport calorique peut diminuer l'activité de mTOR, stimulant l'autophagie. Ce n'est pas un aliment en soi, mais une pratique alimentaire qui a montré depuis des années des effets positifs sur la longévité et la santé métabolique. Le jeûne intermittent, par exemple, jeûner 16 heures et manger dans une fenêtre de 8 heures, aide l'organisme à concentrer son énergie sur la réparation, remplaçant ainsi l'état constant de digestion et de croissance. Polyphénols, thé vert, fruits rouges et vin rouge. Les polyphénols sont des composés végétaux ayant des effets antioxydants et anti-inflammatoires. L'épigallocatechin galate EGCG du thé vert et la quercétine des pommes et des oignons, par exemple. Ils peuvent légèrement moduler des voies cellulaires qui participent également à la régulation de mTOR. Bien qu'ils ne soient pas des inhibiteurs directs comme le rapamycine, ils contribuent à un environnement moins favorable à l'inflammation chronique et au vieillissement accéléré, resveratrol, abondant dans la peau des raisins, dans le vin rouge, avec modération bien sûr, et dans certaines baies, le resveratrol agit sur la voie des sirtuines, qui est liée à celle de l'mTOR à bien des égards. À l'instar des polyphénols, son effet est moins puissant et direct que celui de la rapamycine, mais il est supposé exercer une influence protectrice sur la santé cellulaire et la longévité. Curcumine, curcuma. La curcumine, un antioxydant naturel extrait du curcuma, possède des propriétés anti-inflammatoires remarquables, bien que sa biodisponibilité soit limitée. Le corps l'absorbe avec une certaine difficulté. On lui attribue des effets bénéfiques possibles, notamment l'amélioration de la fonction cellulaire. Et dans une moindre mesure, la régulation des voies, liées au vieillissement, des aliments riches en protéines de haute qualité, mais consommés avec modération. Curieusement, un excès d'acides aminés, en particulier de la famille des acides aminés à chaîne ramifiée, les BCAA stimulent la voie mTOR. Par conséquent, certaines études suggèrent que modérer l'apport en protéines sans provoquer de carence nutritionnelle est utile pour maintenir un équilibre sain dans le fonctionnement de mTOR. Il ne s'agit pas d'arrêter de consommer des protéines, mais de ne pas en abuser et de choisir des sources de qualité. Je mange des poissons gras, des légumineuses, des œufs bio et des viandes maigres. Champignons et mycètes. Certains champignons, comme le reishi ou le shiitake, ont été étudiés pour leurs potentiels bénéfices immunomodulateurs. Bien qu'ils n'inhibent pas directement mTOR, ils peuvent favoriser un état corporel plus équilibré et résistant au stress oxydatif. Bien qu'aucun de ces aliments ou pratiques ne répliquera exactement l'action de la rapamycine, la combinaison d'un mode de vie sain, incluant une bonne alimentation et un équilibre entre les phases de prise alimentaire et de jeûne, peut entraîner une régulation plus efficace de mTOR à long terme. Avec tout ce que nous avons examiné, il est clair que la rapamycine est un composé fascinant, capable d'apporter des contributions uniques à la recherche sur la longévité. Son action sur la voie mTOR ouvre des possibilités très intéressantes pour ralentir certains des processus qui contribuent au vieillissement cellulaire et à l'apparition de certaines maladies chroniques. Cependant, elle nécessite également de la prudence, une supervision médicale et davantage d'essais cliniques chez l'homme pour confirmer la sécurité. Et l'efficacité de différentes doses et protocoles, notamment dans le contexte de la longévité. L'obtention légale de la rapamycine à des fins anti-âge présente encore des obstacles. Eh bien, cela ne fait pas partie des indications officiellement approuvées dans la plupart des pays. Pour beaucoup, la voie responsable implique de travailler main dans la main avec un professionnel de la santé. Adopter une approche basée sur des preuves, être très conscient de la marge d'incertitude qui entoure encore ce sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'en parallèle, nous pouvons nous appuyer sur des habitudes et des aliments qui favorisent la réduction de l'activité de mTOR et encouragent l'autophagie de manière plus modérée, mais aussi sûre. Jeûne intermittent, consommation de polyphénols, exercice régulier et un équilibre général dans l'alimentation. Tout cela pourrait maximiser les avantages de toute stratégie de longévité. Et c'est là que vous intervenez, en tant qu'acteur de votre propre santé. Souhaitez-vous en savoir plus sur ces sujets ? Envisagez-vous de changer votre alimentation ou votre mode de vie après avoir découvert l'importance de mTOR ? Penses-tu que la rapamycine pourrait être une option pour toi à l'avenir sous la supervision d'un spécialiste ? Laisse tes commentaires et réflexions. Ton expérience et tes préoccupations peuvent aider d'autres personnes qui recherchent également des informations fiables et actualisées. Je veux t'inviter à visiter notre coach de santé sur tuvisalud.com.
Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, notre coach est prêt à t'aider. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ta famille et tes amis. Cela nous aide à continuer à créer du contenu comme celui-ci. À la prochaine. Un câlin.